Bienvenue mesdames et messieurs, les titres dans quelques instants. Retour au calme à Port-au-Prince après plusieurs jours de violence suite à l'augmentation du prix de l'essence. Ce lundi, les activités ont repris timidement, mais le transport en commun a été totalement paralysé. Une réunion d'urgence entre les trois pouvoirs de l'État doit se tenir incessamment en vue de trouver une solution à la crise qui secoue actuellement le pays. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Joseph Lambert. Puis le secteur privé des affaires a été sérieusement touché. De nombreuses entreprises ont été pillées et incendiées. Les pertes sont énormes, selon certains observateurs. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur et Inoto SA. C'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Un calme apparent règne actuellement au niveau de la capitale haïtienne après plusieurs jours de violence. Les barricades de pneus enflammés avaient disparu de la région métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi 9 juillet 2018. Toutefois, aux premières heures de la journée, très peu de véhicules étaient visibles dans les gares de Port-au-Prince, Carrefour, Delma et Pétionville. Les activités économiques ont pu reprendre malgré un léger ralentissement. Le transport en commun était totalement paralysé durant cette journée de lundi. Cependant, des barricades étaient toujours en place à l'entrée nord de la capitale. Plusieurs camions transportant des marchandes avec d'énormes quantités de vivres étaient bloqués à Lully. Une vaste opération de nettoyage a été lancée par la mairie de Delma. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guitry Choisy. Les carcasses de véhicules incendiés, de pneus enflammés, représentent un danger pour la population. Ce mélange de cendres et de poussière risque de contaminer l'air que respirent les citoyens de la zone métropolitaine. Conscients de cette situation déplorable, des travaux de nettoyage des rues, notamment à Delma, ont débuté sous la directive du maire de cette commune après les actes de violence enregistrés dans le pays. Un agent explique. Et nous avons plusieurs voiries dans la rue qui travaillent. Et nous avons tout employé voiries ensemble avec nous, qui travaillent, chauffeurs voiries, tout ensemble avec nous, tout déployé ensemble dans la rue. Sous un soleil de plomb partant de Delma 103 à La Saline, 2 camions compressifs, des camions d'eau, des pelles, les agents de la mairie, munis de maillots identiques, sont déterminés à rendre propre cette autoroute. Des unités de la PNH sécurisent cette opération et les riverains en sont solidaires, indique Joisil Jean-Ronald, inspecteur d'environ une trentaine de sapeurs-pompiers. Quand les pompiers se laver, c'est ça qu'ils ont fait, eux-mêmes laver, retirer poussière caoutchouc dans la rue, capsule dans la rue. Suite à l'annonce d'une hausse importante des prix du carburant, les principales artères de la capitale haïtienne étaient bloquées. Des individus ont exprimé leur colère de la manière forte, ce qui a donné lieu à une vive tension vendredi après-midi et samedi dernier durant toute la journée, notamment à Delma. Cependant, le maire de cette zone tente de rassurer les habitants pour ce qui est de la circulation, explique ce jeune travailleur. Mais on connaît Mr. Clean dans M. Wilson Jetty. Dans le cadre qu'ils mettent pour la rue, non seulement pour prendre la rue, mais pour prendre la rue dans des conditions qui propices, qui propres, mairie Delma mette une équipe dehors et puis on a fait nettoyage des rues. Les travaux de nettoyage entamés par la mairie de Delma devraient être un exemple pour les autres municipalités compte tenu du fait que le maire est le premier citoyen de la commune. Et pourtant, plusieurs routes de la capitale et de la commune de Pétionville portent encore les stigmates du mouvement de protestation. Face à ce constat, une question se pose. Est-ce à cause d'un quelconque manque d'équipement ou de volonté ? Dans certains quartiers de la région métropolitaine, les activités ont repris timidement ce lundi, je le disais en titre. Toutefois, les résidents de ces zones font face actuellement à des raretés de produits de première nécessité. Il y a de grandes affluences dans les rares supermarchés qui ont ouvert leurs portes. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Paul Léel. Comme après s'être réveillé d'un cauchemar qui a trop duré, sur la route de Frères, les gens veulent se remettre debout.
Au marché Cocoyer, les marchands étalent leur commerce, stocké depuis la fin de la semaine. Légumes, épices, produits de première nécessité, les vendeuses sont impatientes de pouvoir enfin mettre quelques sous dans leur tablier. Nous sortons, mais nous pas vendre. Juste devant le marché, des agents de la mairie font le nettoyage avec les maigres ressources dont ils disposent. Nous connaissons la mairie de Pétionville toujours en action. Ça veut dire que nous ne pouvons pas garder sous sa crivé, nous là pour nous propter. Et travailler par nous lier. Bon, quelle que soit la situation, et nous-mêmes qui pour faire. Nous ne sommes pas obligés de quitter mon marché sous Fadra. Un peu plus loin, des gens font la queue devant une station de propane. Bonbonne alignée, cette femme qui vient de Pétionville s'impatiente. Pour joindre l'eau, il faut qu'on prenne ligne. Pour acheter gaz, il faut qu'on prenne ligne. Comme là, on ne peut pas faire avec. Le propriétaire se fait un plaisir de satisfaire ses clients au prix normal, mais doit annoncer la rupture de stock. Les gens vont devoir sillonner d'autres zones où l'ouverture des stations ne semble pas évidente. Je regarde tout le monde étonné à cause de ça qui est fini. Il y a un côté où on va joindre. Parce que l'autre zone, il n'y a rien du tout. Les gens pour faire charbon difficile. Si le gaz pour pas nous joindre, c'est difficile pour joindre actuellement. À la rue Métellus, à Pétionville, des voitures font la queue devant le seul supermarché pratiquement ouvert, mais sous haute sécurité. Il y a à peu près de 3 heures de temps là. Depuis que Napton Caribéen ouvert, il a facilité pour nous faire quelques achats et puis qui cause là, 3 heures de temps depuis le trafic là. Timidement, les activités reprennent à Port-au-Prince. Sur la route de Frères comme à Pétionville, les mouvements de protestation violente se sont tus. Mais la peur et la désolation se lisent encore sur certains visages. Plusieurs entreprises privées, des commerces ont été détruits et pillés. Des scènes surréalistes se sont déroulées parfois en présence même de la police qui est restée passive. Des pillards opéraient en toute quiétude. Les pertes sont énormes pour le secteur privé des affaires. Pour le moment, aucun chiffre n'est disponible. Plusieurs compagnies aériennes comme American Airlines, Copa, JetBlue et Air France avaient annulé leurs vols, mais ce lundi, les vols ont repris sur Haïti. Suivez ce reportage de Sheila Louis et de Paul Léel. Après avoir été le théâtre d'actes de violence le week-end écoulé, plusieurs communes de Port-au-Prince se sont réveillées dans la douleur ce lundi. Des entreprises privées vandalisées, pillées ou encore incendiées sont réduites en une véritable peau de chagrin. À Pétionville notamment, les séquelles sont encore palpables. Sur le parking de plusieurs hôtels et d'autres institutions, des véhicules complètement carbonisés font bon ménage avec des tessons de vitres cassées. Le constat est alarmant. Un citoyen interrogé parle de dégâts considérables. Ça passe là, maintenant, est-ce qu'on comprend ampleur depuis mal, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'où janvier était moun qui était mouru, ça vraiment grave. Mais au point de vue économique, maintenant, est-ce que le pas plus grave? Vraiment terrible, son cœur de rage, un sentiment de révolte. Vraiment, moi vraiment par contre ça me dit. À Delma, le tableau n'est pas différent. Des commerces, des magasins et des supermarchés n'ont pas été épargnés. Sur leur passage, les casseurs et les pillards en colère ont pratiquement tout emporté et calciné. Quelques jours après ces événements dramatiques, ça sent encore le brûler. Un vrai désastre, estiment des Delmatiens qui pensent déjà aux conséquences. Ça va faire bien parce que non seulement il n'est pas bon pour nous, il n'est pas bon pour mettre affaire, il n'est pas bon pour la population. Moi, ça me dit, nous pouvons payer les conséquences. Par exemple, on commence à vendre 50 gouttes là. Là, nous avons besoin de tout petit bagage, les petits gens qui mangent, les petits gens qui connaissent nous à bon prix. Même si nous avons besoin de bracelets là, nous allons payer le piché l'autre côté parce que l'acte connaît de nous. L'on rentre là ou plus ou moins second monde qui sorti l'autre bord qui se famille parfois qu'on en vit la avec pour le cas ouais gen les petit bagay dans le pays vous comprenez un gros coup pour population pour citoyens et pour pays tout entier. Tristesse, désolation et amertume, autant de sentiments exprimés par des citoyens habitués à fréquenter ces entreprises qui ont été saccagées. Vu l'ampleur des dégâts, ce trentenaire voit des jours sombres pour le pays. Son pays qui parlait de grève en grève, parce que économiquement le pays n'est pas bon, et international là pas bon encore. Et les gens qui ont obligé ce boulet, pas aucune garantie qui pourra
gain qui parle continuer parce que c'est pour catastrophe naturelle, c'est un pays, c'est peuple qui casé. Ça veut dire pas aucun garantie gain monde qui parler comme ça. Ça veut dire catastrophe ça parle en pile chômage, des sacs de gain déjà, ça veut dire c'est demain pétris que je dis. Des pertes qui sont énormes pour le secteur privé des affaires, même si aucun chiffre n'est disponible pour le moment. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse a lancé samedi soir un appel au calme à ses concitoyens. Dans un message à la télévision, le président Moïse a soutenu qu'il n'y a plus aucune justification pour les manifestations puisque les prix de l'essence sont revenus à leur niveau initial. Je vous ai entendu, maintenant rentrez chez vous, c'est ce qu'a dit M. Moïse en plus de 4 occasions dans son message. Il a déploré des pillages, les incendies de plusieurs entreprises privées. Ces personnes se sont endettées pour rehausser l'image du pays, a-t-il dit, accusant un certain secteur d'être les initiateurs de ce mouvement de haine. Il prêche l'harmonie et l'unité entre les Haïtiens de toutes les couches sociales afin de favoriser le progrès social et le développement économique. M. Moïse a assuré que ces actions visent à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la population. Il a également regretté que les autorités gouvernementales n'aient pas pris le soin d'expliquer la nécessité de mesures difficiles, telles la fin de la subvention sur les produits pétroliers. De l'avis de M. Moïse, il faut adopter des dispositions pour augmenter les ressources fiscales indispensables pour la construction et la réhabilitation des infrastructures routières et agricoles notamment. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, appelle à un retour à la sérénité sur l'ensemble du territoire après les violences des 3 derniers jours. Il a encouragé les citoyens à reprendre les activités, assurant que les barricades avaient été enlevées sur la grande majorité des axes routiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. M. Saint-Cyr a également déploré le comportement des individus qui ont pillé les entreprises. Il y a des gens armés qui ont cassé des supermarchés. Ce sont des voleurs, a-t-il insisté. Intervenant dans des médias, il a dit comprendre les revendications de la population relatives à la baisse des prix de l'essence. Toutefois, il soutient que les scènes de pillage ont projeté une image dégradante du pays. Celui qui incendie un supermarché et envoie plusieurs centaines de personnes au chômage fait du mal à ses compatriotes. Une personne qui a faim ne peut avoir des armes à feu pour attaquer des individus, dit-il. M. Saint-Cyr soutient que le droit de manifester est effectivement garanti, mais que des pillages et autres actes de vandalisme sont inacceptables. Interrogé sur une assistance aux propriétaires des entreprises pillées, M. Saint-Cyr a fait valoir que l'État dispose de plusieurs leviers pour accompagner les victimes. Il a fait référence au discours du chef de l'État qui a promis que l'État assumera ses responsabilités. Les 3 pouvoirs de l'État doivent se réunir en urgence en vue de trouver une solution à la crise qui secoue actuellement le pays. Une rencontre de haut niveau est prévue et toutes les solutions sont envisagées. C'est ce qu'a annoncé ce lundi, le président de l'Assemblée nationale. Dans une adresse à la nation, le sénateur Joseph Lambert, accompagné de plusieurs autres parlementaires, lance un appel au calme afin de permettre à ce que la vie reprenne, notamment à Port-au-Prince. Entouré de 5 de ses collègues, Joseph Lambert, dans son bureau, présente ses sympathies aux victimes après ces 3 journées de tension. Le président du Sénat de la République a d'abord déploré les dégâts enregistrés et prévoit déjà des conséquences incalculables sur l'économie haïtienne. Dégâts qui occasionnés, surtout au plan économique, au plan social, c'est des bagages qui vont gagner des conséquences énormes sur l'économie pays. Dans ce moment de crise, le pouvoir législatif est prêt à jouer son rôle, rassure le sénateur du Sud-Est. Les 2 autres pouvoirs de l'État doivent se joindre à eux pour une réunion de haut niveau, avec 3 objectifs principaux. 1. Atténuer question dans la rue. 2. Remettre la population en confiance. Et 3. Faire en sorte que la vie capable de continuer normalement, la vie capable de reprendre dans le pays. À en croire Joseph Lambert, tous les sujets seront mis sur le tapis. L'on gagne en conjoncture politique spéciale, tant que j'en ai vécu là, sous gagne omelette, qu'on a fait,
quelles que soient les conditions, on va obligé de casser les yeux. Au Grand Corps, les propositions ne tardent pas à arriver. Pour sortir le pays de ce bourbier, le sénateur d'Enip, Francnet Denius, plaide en faveur de la mise sur pied d'un gouvernement d'ouverture. Et d'union nationale, côté tout le monde capable de venir aider pour ça, parce que vraiment, nous avons une situation extrêmement difficile, situation sociale, économique et politique. Le seul président de la République est capable de porter poids que nous avons là pour continuer. Changer les personnalités ne contribuera pas à un changement réel, rétorque le sénateur Yuri Latortue. L'élu de l'Artibonite est favorable à des solutions structurelles. Problème mauvaise gouvernance, problème force de sécurité, problème corruption. Donc il y a des problèmes structurels, moi j'aimerais que vous posez pour que nous résoudre et nous pas arriver dans cette situation. Parce que si nous parlons de monde, eh bien changeons le monde, mettons le monde, les cas en solution, s'il accompagné de problèmes structurels pour nous poser. Et je pense que pendant longtemps, nous faisons dilatoire sur eux. En attendant une solution à cette crise, le président du Sénat de la République lance un appel au calme et exhorte les instances étatiques à jouer pleinement leur rôle. Pour que la vie reprenne dans le pays, Joseph Lambert appelle à la contribution de tous les secteurs de la vie nationale, les regroupements politiques en particulier. Le pays a connu des jours noirs, le secteur privé des affaires a été sérieusement touché, les pertes sont énormes. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, notre collaborateur Luc Nergaro a interviewé l'ancien colonel Himmler Rébu. Colonel Himmler Rébu, merci d'être là et bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être à Métropole. Alors, vous avez vécu comme nous les 3 journées de tension à Port-au-Prince. Selon vous, quelle est la responsabilité de l'État dans ce qui s'est passé? Bon, la responsabilité est totale. D'abord par rapport à l'imprévision, parce que ce qui est arrivé était totalement prévisible. Et je crois qu'on ne doit pas analyser les événements que nous vivons, que nous continuons de vivre, parce que ce n'est pas terminé, à la lumière de ce qui se passe. C'est beaucoup plus profond. Nous sommes face à une crise de système. C'est le système. Et mon très gros regret comme citoyen, c'est que le président Jovenel Moïse n'a pas abordé dès le départ, dès le 3e mois de son gouvernement, la question du dialogue national. Okay. Il aurait fédéré autour de lui ceux-là qui sont aujourd'hui en face de son pouvoir. Et parce que finalement, tout ce que nous vivons, c'est le produit de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance des 30 dernières années. On a voulu corriger ce qu'on reprochait au Duvalier et on a fait pire. Mais plus, on a érigé le pire en système. Et aujourd'hui, on est face à une crise. C'est une crise présente. La tendance, c'est de chercher des solutions. Mais nous pouvons être en situation de trouver des solutions qui seront finalement, pour certaines, pires que le mal. Maintenant, la question de la gasoline. On le sait, le prix du baril a augmenté sur le marché international. Donc certains estiment que le moment est opportun pour le gouvernement de faire cette augmentation. Maintenant, où est-ce que le gouvernement a péché et qui a suscité et tout ça à Port-au-Prince et dans d'autres villes de province? Le gouvernement a péché en ce sens que le gouvernement n'a pas géré la sensation, le vécu des gens au quotidien. La question de la gasoline, c'est un prétexte. Okay. C'est un prétexte, c'est comme la petite étincelle auprès d'un baril d'essence. Il y a, depuis plus de 2 ans, une gestion de l'économie, une gestion de la vie des citoyennes et des citoyens au quotidien qui est extrêmement compressante et stressante. Donc, la toute petite décision, on a eu toute la mobilisation qu'il y a eu autour de la question du budget. Donc, je crois que le gouvernement s'est trompé de lecture sur certaines dispositions qu'il a prises antérieurement et qui étaient très contestées, mais qui sont passées. Et ils ont cru
que c'était une bonne idée de faire cette opération, de monter le prix de l'essence. Il reste entendu que ce qui est arrivé là, c'est une étincelle. Ce n'est pas la cause profonde. Et le gouvernement ainsi que les politiques en Haïti se tromperaient beaucoup en croyant que cette affaire-là se limite à une affaire de prix de l'essence. Donc c'est plus que ça, c'est la misère au quotidien des citoyens, c'est la faim, c'est la mauvaise gestion dénoncée. Il y a plusieurs mesures. La première frustration est venue par rapport à la gestion que le gouvernement, que le pouvoir a faite du dossier Petro-Caribé. La première frustration est là. D'autant plus que près de 14 milliards sont entrés dans le budget à travers ces taxes pour résoudre, pour tenter de résoudre le paiement de cette dette-là, justement. C'est un premier dossier. Il y a beaucoup de déclarations, tant à l'interne qu'à l'externe, qui ont dérangé également. Il y a eu des prises de position publiques de certains officiels sur la question des fonds, du fonds Petro-Caribé, qui ont été des prises de position maladroites, politiquement. Il y a eu ensuite le budget qui devait entrer en compensation à cette dette-là à payer. Il y a les modifications qu'on a faites autour de la relation goud-dollar, qui a fait exploser les prix et qui a mis le système commercial dans une situation d'anticipation permanente. Et je crois que la goude est devenue beaucoup plus folle, beaucoup plus volatile, faible, beaucoup plus volatile à partir de cette décision. Or, vous savez que le taux de change influe directement sur la qualité de la vie au quotidien de la population. Donc, comme vous l'avez dit, cette décision, c'est la goutte d'eau qui a fait... C'est la petite goutte d'eau. C'est la petite goutte d'eau. C'est pas la question de fond n'est pas la question de l'essence, c'est le prétexte, c'est la petite goutte d'eau. Maintenant, et le président l'a dit dans son adresse avant-hier, et il ne peut pas tout faire, c'est pour cela qu'il a choisi un Premier ministre ou un gouvernement. Donc, quelque part, certains ont péché. Aujourd'hui, quelle devrait être la réaction du président? Est-ce qu'il doit avoir la tête à couper? Quelle devrait être la réaction du président? C'est parce que nous sommes, d'une manière générale, sur le plan politique en Haïti, des sans honte. Nous ne nous gênons pas dans des situations explosives de cette nature. Les démissions auraient dû être présentées au président de la République déjà. Et je pense que c'est extrêmement malhonnête de tenter de rester dans ces positions de pouvoir, gênant ainsi l'action du président de la République. Et plus ça tarde, plus le président de la République va se retrouver en situation d'être complice dur, convaincu du mal que la population estime que la gestion gouvernementale lui a fait. Mais si on considère le fait que les gens qui sont dans les rues demandent le départ du président Jovenel Moïse, est-ce que la démission du Premier ministre pourrait arranger le problème? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et il est évident que le président est responsable. Le président est responsable de la nation, donc est responsable de tout ce qui se passe en Haïti, qu'il soit ou non au courant. Et que le président ait pris la décision lui-même. Mais justement, c'est pour ça, pour protéger le président. Le système politique protège le président. Et les gens qui sont là pour protéger le président en pareille circonstance auraient dû déjà démissionner. Et même si le président est demandé pour autorité devant une chose aussi grave, mettant en péril le pouvoir même du président de la République, ça aurait dû être fait automatiquement. Dernière question, colonel Imler Ribu. On vous appelle colonel, justement, donc vous avez été dans l'armée. La gestion faite par la PNH de ce dossier, comment vous l'analysez? La PNH, c'est une instance d'exécution. L'instance de pensée stratégique n'est pas au niveau de la PNH. J'ai entendu l'intervention publique du directeur général de la police nationale. Il y a eu, à mon sens, assez de légèreté dans la préparation de la décision. C'est comme qui dirait, c'est une décision qui va passer un petit peu comme l'histoire du budget. Moun pas le fait 2-3 palais, mais décision a passé.
J'ai rencontré plusieurs conseillers du Palais national au cours de certaines interventions publiques et ça a été leur conviction que oui, il y a bien parlé en pile, mais ça passait. Or, la lecture externe à ces messieurs était très claire, qu'il y avait des conditions d'une explosion et il ne faut pas sous-estimer ce qui est en attente. Donc la police n'avait pas été bien impliquée dans la prise de décision. J'ai entendu le directeur général de la police nationale dire ce matin sur une station sœur qu'il n'y avait pas eu de réunion préparatoire. Par exemple, quand vous prenez... Il y a beaucoup de gens qui disent que la police n'était pas présente. Mais pour que la police fût présente, parce que l'effectif de la police n'est pas 24 heures sur 24 mobilisable, c'est un effectif qui fonctionne par rotation. En rotation. On aurait dû faire entrer tout l'effectif au niveau des commissariats, de telle sorte que les structures de décision aient en main l'effectif. Il y a beaucoup de problèmes structurels. Et la police est trop éparpillée. Il y a trop de policiers engagés dans des services que j'appellerais des services privés au niveau de... Il y a trop d'éparpillement de l'effectif de la police. Il y a trop peu de soins amenés au corps. Il y a trop peu d'entraînement également. Il y a trop peu de conscience que les décisions politiques peuvent impliquer une entité comme la police et que cette entité doit être prévenue pour qu'elle puisse agir correctement. Dernière question. Michel-Angèle Déon, DG de la PNH, Chloé Opilori, à tort ou à raison? À tort. À tort. À tort. Il n'a pas de responsabilité décisionnelle sur le plan stratégique. Il devait recevoir d'abord, travailler avec les décideurs politiques sur ce qui allait être fait comme décision politique et ajuster le comportement de l'institution qu'il dirige par rapport à ces décisions-là. Si ceci, comme il l'a dit, n'a pas été fait, les responsabilités, de toute façon, incombent totalement à ceux-là qui gouvernent. Et moi, ce que je crois, et je ne souhaiterais pas que l'on aborde ce dossier avec légèreté, parce que c'est beaucoup plus profond. C'est une crise liée au système mis en place. Il y a, on ne peut pas risquer d'avoir de demi-solution, ni de solution boiteuse. Et je crois que les ministres, le Premier ministre, devrait mettre le président à l'aise, qu'il puisse prendre les décisions de concert avec le Parlement, parce que le Parlement lui-même risque d'être partie de la crise. Il faut qu'on fasse attention, qu'on n'aille pas vers quelque chose de plus grave, parce que cela peut arriver. Colonel Léribu, merci. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une autre édition de Maître News.